Salut, j'espère que vous allez tous très bien écouté par la grande forme. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo sur les escargots avec l'espèce que je maintiens. Donc, ce sont des Acatinidae. Je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, comme d'habitude. Donc, je vous fais la vidéo. Je vous mets en barre d'infos la page Facebook, le Snap et l'adresse mail, mais également exceptionnellement sous cette vidéo la liste des aliments que les escargots peuvent ou non manger avec toutes les précautions qu'il faut prendre. Voilà, je vais pas vraiment en parler en vidéo, donc vous retrouverez tout ça en barre d'infos. Allez, c'est parti pour la vidéo. Les Acatinidae sont une famille de grands escargots à coquilles pointues vivant quasiment dans toutes les zones tropicales du globe. En général, ils sont capables de s'adapter à des milieux très variés, tels que des terres agricoles, des littoraux, des forêts, des zones périurbaines, tant qu'ils trouvent deux paramètres très importants, la chaleur et l'humidité. Ces escargots sont surtout connus, selon les espèces, par leur taille conséquente. Une bonne vingtaine de centimètres de coquilles pour certains d'entre eux, et leur poids pouvant dépasser les 500 grammes. C'est vraiment énorme pour des escargots. Bien sûr, toutes les espèces ne sont pas des records de taille, certaines restent relativement petites à l'âge adulte, entre 5 et 7 cm de coquilles, pour les Limicolaria par exemple. Ce sont des escargots, des animaux nocturnes qui ont tendance à s'enfuir, oh là là, j'ai du mal. Ce sont des animaux nocturnes qui ont tendance à s'enfouir dans le substrat durant la journée. Au niveau de la maintenance, les escargots géants ne sont pas des animaux très difficiles, mais il faut quand même avoir quelques spécificités pour les maintenir. Donc pour les espèces de grande taille, les Lysacatina, Aracacatina, on va arrêter de donner les noms, hein. Un terrarium de 50-40-40 semble un bon compromis pour un couple. Les espèces plus petites se contenteront d'un terrarium de 30-30-30, toujours pour un couple. Il est possible d'utiliser des grands bacs de rangement en plastique pour leur élevage. Il suffit de les percer pour assurer une bonne ventilation et un renouvellement de l'air correct. Ce sont des animaux d'origine tropicale, il faut donc leur apporter une source de chaleur par câble ou tapis chauffant, à moins que votre pièce soit assez chaude. On évite les ampoules chauffantes qui ont tendance à assécher fortement les bacs. Donc, quel que soit le moyen de chauffage choisi, n'oubliez pas d'utiliser absolument un thermostat pour éviter toute surchauffe. C'est déjà arrivé que le tapis monte en flèche, genre à 40 degrés, et là, ça ne va plus du tout. Une température le jour de 26 à 28 et une baisse à 22 degrés la nuit semble une bonne moyenne, qu'il faudra cependant adapter aux spécifiques de certaines espèces. Concernant le substrat, il faut s'orienter vers quelque chose qui retient bien l'humidité et qui est facilement creusable, comme l'humus de coco. La tourbe est aussi utilisée, mais du fait de son acidité, j'ai lu plusieurs articles et des discussions sur des forums sur le fait que ça peut abîmer la coquille des escargots. Donc on essaye de partir sur de l'humus de coco ou alors un substrat de forêt. Il faut une bonne épaisseur, en moyenne 5 à 10 cm. On maintiendra dans tous les bacs une humidité d'environ 80 à 90% grâce à une ou deux pulvérisations quotidiennes. Le cycle jour-nuit est assuré par une luminosité ambiante de la pièce d'élevage, donc pas besoin de rajouter une ampoule. Au niveau de l'alimentation, ce sont des animaux omnivores qui sont très faciles à nourrir en captivité. L'alimentation sera composée de légumes, courgettes, carottes, concombres, radis, des fruits, pommes, poires, des croquettes pour chiens humidifiées, des paillettes pour poissons. Il est aussi possible de leur donner des graines germées, pois chiches, etc., qui ont une très bonne propriété nutritive, contrairement aux graines sèches. Par contre, il faut éviter les aliments trop acides ou trop riches en amidon, les légumineuses sèches, les tubercules comme les topinambours,
pommes de terre, céréales, agrumes, mais cette liste est toute en description pour avoir aucun doute. Il est nécessaire et obligatoire de leur apporter une source de calcium afin qu'ils aient un développement correct pour leur coquille et ainsi la coquille de leur œuf. Donc du calcium absolument. On peut leur mettre à disposition un os de sèche par exemple dans le bac. Il est aussi possible d'introduire dans leur alimentation des coquilles d'œufs ou d'huîtres pilées. Voilà la vidéo des petits escargots qui sont en train de manger le petit calcium. Vous pouvez également leur mettre des souris, des vers de terre, voilà, pour vraiment qu'ils aient une alimentation vraiment complète. Et ça montre bien que ces escargots sont en général, que l'on croit en général 100% végétariens, ne le sont absolument pas et qu'il faut une alimentation variée. Il faut que cette alimentation soit tout aussi variée lorsqu'on les maintient en captivité, afin d'éviter toute carence et de les garder en pleine santé. Au niveau de la manipulation, il est parfois nécessaire de les manipuler pour nettoyage du bac, changement de la nourriture, etc. Lors de la saisie, il vaut mieux les prendre par l'extrémité de la coquille où elle est la plus solide, soutenir le pied avec l'autre main. Assurez-vous que la partie avant, donc le bord de la coque, ne soit pas abîmée et évitez absolument d'y toucher. C'est là où la croissance se produit. Et cette partie de la coquille est extrêmement fragile, donc on ne touche jamais le bout de la coquille de l'escargot. Au niveau de la reproduction, ce sont des animaux hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils possèdent à la fois un organe sexuel femelle et masculin. Mais ils ne peuvent pas se reproduire seuls pour autant. C'est pour ça qu'il faut qu'ils soient deux. La maturité sexuelle, qui est différente de l'atteinte de la taille adulte, elle peut être atteinte très rapidement, environ 6 mois, voire pour d'autres espèces 12 et 24 mois, ça dépend vraiment des espèces. La ponte des œufs et leur nombre lors de la ponte varient suivant les genres. Certaines espèces pondront 100 à 500 œufs, d'autres 20 à 60, certains 5 à 25, voilà, ça varie énormément. La taille également des œufs, entre 5 et 25 mm, donc vraiment, ça change vraiment suivant l'espèce. Il est possible de laisser les œufs incubés dans le terrarium des adultes, néanmoins par souci pratique et par sécurité, il est conseillé d'effectuer l'incubation dans un petit contenant à part, sur substrat humide, mais pas détrempé, attention, et maintenu à la même température que les adultes. Les jeunes éclosent après 2 semaines environ, pour certaines espèces 3 et pour d'autres 6. Après l'éclosion, ils commencent à manger leur coquille de leur œuf. Dès la naissance, ils ont accès à la même nourriture que les adultes. Certaines espèces comme les Lysacatina ne pondent pas d'œufs mais sont vivipares et ils donnent naissance à des petits totalement formés. Des escargots invasifs, attention, les Lysacatina fulica sont extrêmement prolifiques en termes de reproduction. Une gestion irresponsable, comme les relâcher dans la nature, peut avoir des conséquences catastrophiques pour la flore et pour la faune locale. Entre septembre 2011 et janvier 2012, 35 000 Lysacatina ont été répertoriés dans la région de Miami. Les mollusques ont déjà envahi par le passé Miami ainsi que la Guadeloupe, la Martinique et d'autres pays des Caraïbes. Donc ça coûte hyper cher de s'en débarrasser entre guillemets. Donc surtout, même si vous avez énormément de jeunes, jamais les relâcher dans la nature. Ça peut détruire tout un écosystème, alors on fait très attention avec ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!